Voilà Henri, ce matin on avait largué les amarres, là on a mis non pas les voiles parce qu'il n'y en a qu'une mais on a mis la voile. On est sur la Rabouilleuse avec Clément et on vient de monter avec Samuel, Clément c'était ce matin. On a monté la voile Samuel pour pouvoir naviguer sur la Loire comme on fait ça depuis très longtemps. C'est une bonne manière de concilier finalement la découverte de cet environnement des bords de Loire, Samuel, avec d'un moyen de navigation plutôt tranquille. Oui, nous avons de la chance aujourd'hui, on a pu mettre les voiles, c'est pas tous les jours. Donc nous on met la voile lorsqu'il y a du vent d'ouest. Donc là aujourd'hui voilà, les conditions sont optimales. Bon, à 5 minutes près on avait un beau soleil et même un arc-en-ciel. Là le temps c'est un petit peu couvert, mais oui effectivement voilà, donc c'est la Rabouilleuse et la Sibylle qui est derrière, peut-être que vous allez la voir à la caméra, qui sont deux bateaux à passagers sur lesquels où nous emmenons jusqu'à 12 personnes. Et nous mettons les voiles le plus possible. En tout cas, il y a toujours une partie de la navigation qui est sans moteur. Ouais, parce qu'en fait, on est au calme quand c'est comme ça. Là. Bon, on ne se rend pas trop compte, je pense, avec le direct, mais nous, on n'entend pas de bruit. Et c'est vrai que ça, c'est important pour pouvoir aller sur les sites naturels. Alors là, on a voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est extraordinaire. On a des oiseaux, des cormorans qui nous passent à côté. Oui, le grand cormoran qui sont arrivés en automne. Là, donc on navigue à proximité, juste là, donc à notre droite, il y a une île extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a eu la présence, il n'y a pas longtemps, de la loutre qui a été identifiée ici. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra ou vous allez le voir après. Mais effectivement, avec ce type d'embarcation, le grand atout d'avoir une navigation à la voile ou à la bourde. La bourde, c'est la perche en bois qui est ferrée au bout. C'est de pouvoir concilier donc une découverte de notre milieu sur lequel on évolue, tout en étant le plus discret possible. La discrétion, c'est quelque chose qui est très important lorsque l'on arpente, lorsque l'on s'aventure dans un espace, et peut-être quelque chose qui est un petit peu oublié de nos jours. Voilà, essayer de marcher, d'aller à la rencontre d'eux en toute discrétion. Alors, on était un peu ambiance Saint-Tropez il y a à peu près 5 minutes, on a eu du soleil, des magnifiques contrastes. Là, ça s'est couvert, on est à l'automne, le temps varie. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la Rabouilleuse accélère quand même assez fortement quand il y a des coups de vent. Alors, c'est vrai que nous, on s'est pas tellement finalement habitué. C'est pas nous qui avons fait l'effort de nous caler sur la vie naturelle, Paul de l'OFB. C'est plutôt la vie naturelle qui s'adapte à nos perturbations finalement sur la Loire. Oui, on peut le voir avec le castor notamment, effectivement, où c'est une espèce, et comme beaucoup d'espèces sauvages qui sont habituées finalement à vivre plutôt la nuit, à être actifs la nuit pour éviter en fait le dérangement par l'activité humaine. Et le castor en est l'exemple, à passer ses journées dans son gîte, à se reposer, à se toiletter, et puis la nuit à parcourir son territoire. Et donc on voit effectivement que le sauvage, à l'image du castor, s'est adapté à l'activité humaine, mais ça interroge aussi sur notre activité aussi à nous. Il a décalé ses rythmes de vie en soirée, la nuit, c'est ça, pour moins être... Oui, complètement, et d'être vraiment nocturne, comme ça il y a moins de dérangements. Après, ça n'empêche pas qu'on retrouve des castors en plein centre-ville, par exemple de Lyon, sur le Rhône. C'est une espèce qui arrive vraiment à s'adapter. C'est vraiment une compétence assez formidable sur cette espèce-là, et que l'homme devrait a beaucoup à apprendre aussi sur cette adaptation que le sauvage met en place par rapport à l'activité humaine. Et je pense que avec ces universités populaires de la biodiversité, le castor nous apprend beaucoup de choses, et il faut savoir aussi avoir humblement cette vision de se dire voilà, les espèces savent faire des choses, sachons aussi nous adapter comme elles le font pour nous, quoi. Je peux montrer le travail de la barre de Samuel, parce qu'en fait il est en train de slalomer au milieu des bancs de sable, parce que le vent s'est un petit peu levé avec la pluie, et à la fois il faut pouvoir slalomer parce que les fonds ne sont pas très hauts, et on a cette circulation des sédiments dont on parlait ce matin avec Clément, et là il faut effectivement éviter de tomber sur des bancs de sable. Alors de ce côté-là, Samuel, on a quand même un enjeu important, parce qu'on sait que si on veut préserver la biodiversité, il faut que le public soit averti en fait, des enjeux, connaisse aussi mieux la nature, puisse l'apprécier les week-ends en venant se promener. On a de très jolies pistes cyclables, on a des plages. C'est comme ça qu'on va avoir aussi envie de protéger la nature. Et à la fois, on nous explique, nous citoyens, que quand on va trop dans la nature, on l'abîme. Donc c'est quand même compliqué de faire le bon choix et de savoir comment se placer par rapport à ces enjeux. Comment se placer face à ces enjeux, je ne sais pas. Nous, notre travail, c'est la transmission, c'est la pédagogie, quel que soit le public que l'on emmène. Voilà, nous, c'est le cœur de notre métier, que l'on ait des personnes de passage, des touristes, des locaux, beaucoup de locaux en l'occurrence.
On travaille aussi avec les scolaires, des centres sociaux, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, quand on vient ici pour à la fois profiter du lieu, donc avoir cette sensibilité à la nature et ne pas abîmer les espaces naturels? Nous, on travaille surtout sur... alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais surtout sur des approches qui sont voilà, des approches sensibles. Lorsque l'on fait des animations castor, les enfants, ils se transforment en castor. Et on les invite à faire un terrier-hutte, on les invite à voilà, se mettre à la place d'eux. Et qui, voilà, pour nous, ça nous semble être un élément fondamental qui est de percevoir par le corps. Betsabe, ce matin, disait, voilà, penser avec le cœur et avec la tête. Et je rajouterais penser aussi avec le corps. Et là, vraiment, on est dans des conditions qui sont... On est avec la matière, quoi. Il y a la pluie, il y a le vent. Il fait froid? Il fait un petit peu froid, ouais, c'est vrai. Voilà, on navigue avec le vent, on est dans un rythme qui est très particulier aussi. Et voilà, donc pour nous, c'est un peu la racine de toute bonne pratique, qui est d'essayer d'amener à la fois une meilleure connaissance des milieux, des espèces, mais aussi à essayer de ressentir les choses. Et voilà, donc c'est... On va voir du côté de la Loire, si on s'avance un petit peu sur l'avant du bateau, on voit effectivement des îles, on voit effectivement les berges, des espaces assez naturels, et alors très fréquemment on a des oiseaux. Alors c'est vrai que là ils sont un petit peu loin pour être vus à la caméra, mais on a énormément d'espèces d'oiseaux, on a vu passer des canards sauvages tout à l'heure, donc beaucoup de cormorans, et c'est une faune assez importante quand même à l'automne, hein, parce qu'on pourrait imaginer que c'est plus le cas au printemps ou durant l'été. Paul, les castors, est-ce qu'on peut les voir à cette saison, ou est-ce qu'ils se cachent, comment ils se comportent eux? Finalement, en fait, le castor, comme je disais un peu ce matin, est actif vraiment toute l'année. Alors c'est vrai que c'est plus facile à voir l'été, parce que finalement les durées du jour sont plus longues, donc ça se croise mieux entre l'activité humaine et puis le castor. Mais finalement, non, à cette période-là aussi, on peut en voir, ça peut arriver, mais effectivement, c'est un peu plus rare. Mais autrement, à partir de juin, juillet, si on se met sur des berges comme sur la Loire, par exemple, observer des castors, voir les jeunes aussi, les castorins, c'est des choses qui se font assez facilement. Et pour des animations nature, notamment comme la Rabouilleuse le propose et comme beaucoup d'associations naturalistes le proposent, c'est aussi des clés d'entrée pour être sensibilisé à la nature. Et ça ne gêne pas, ça ne vient pas justement perturber les espèces? Forcément, il ne faut pas s'approcher trop près non plus et pas occasionner de dérangement. On reste sur des espèces protégées, donc sur lesquelles il faut, voilà, encore une fois, il faut du respect en fait, garder une distance minimale, savoir contempler la nature d'une façon respectueuse à distance, mais le castor s'approche quand même assez facilement quand on fait du canoë par exemple, ou alors qu'on est sur les berges. C'est vrai qu'on arrive à voir quand même des castors nager non loin de soi, et puis si on est trop proche, le castor va finalement mettre un bon coup de queue à la surface de l'eau pour lui dire je ne suis pas content, j'ai été dérangé, et partir vers d'autres endroits. Mais voilà, comme beaucoup d'espèces, effectivement, il faut faire quand même attention, surtout sur les zones de reproduction, pour ne pas mettre à mal la reproduction de ces espèces protégées, donc sur le castor, notamment les gîtes. Mais ça peut être pareil sur les grèves de sable, notamment avec la nidification des sternes, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Donc il y a vraiment des périodes un peu sensibles. Donc c'est vrai que l'OFB, de par ses missions de police de l'environnement, s'assure également que sur ces zones d'intérêt, aux côtés d'autres gestionnaires d'espaces naturels aussi, on s'assure que cette préservation soit faite de la meilleure des façons. En tout cas, c'est une manière agréable de voyager, hein, Samuel. On est tranquille là, on a un petit peu de vent, ça change de vitesse. Hein, il y a des moments où c'est calme, là ça accélère par exemple. On ne saura pas se rendre compte à l'image, mais franchement, d'un seul coup, on a une sorte de coup de pied aux fesses. Là, le bateau, la Rabouilleuse, qui est un bateau assez lourd, d'un seul coup accélère. On parlait des kayakistes. Alors c'est un moyen de découvrir la Loire qui est formidable, de faire du kayak. Pas tellement à cette saison, je ne sais pas s'il y a beaucoup de kayakistes, mais à la belle saison, on a beaucoup de personnes qui se baladent comme ça sur la Loire. Il y a quelques consignes, on peut aller sur toutes les îles et se déplacer assez facilement. Quelles sont les consignes que vous donneriez aux personnes tentées ? Oui, c'est vrai que la Loire, c'est un fleuve qui est très convoité, notamment pour la pratique du kayak. C'est un fleuve qui s'y prête, notamment pour du kayak sur du long cours, sur plusieurs jours, avec des bivouacs. Et on sait tous que la Loire, c'est un fleuve, alors c'est un dernier fleuve public de France, mais aussi c'est un fleuve qui est particulier, qui a son caractère. C'est un fleuve de sable qui transporte ce sable qui est si précieux pour les sternes, puisqu'elles vont nicher sur ces bancs de sable. Et donc il y a des points de vigilance à avoir, notamment pendant la période de reproduction. C'est des moments qui sont un peu des moments où certains animaux sont beaucoup plus, plus vulnérables, notamment au piétinement, au dérangement. Donc, on peut marcher sur les œufs, quoi. Ils font les œufs au sol. Hein.
Oui, c'est vrai que voilà, ça s'est déjà vu. Donc il y a voilà, la fréquentation des bancs de sable avec des piétinements, du dérangement. Les sternes peuvent s'envoler. La sterne, c'est une espèce, mais il y en a plein d'autres. Et il y a surtout des milieux, voilà, des milieux qu'il faut préserver. Où il est important de ne pas fréquenter, de ne pas y aller. Nous, on les connaît. Voilà, c'est notamment l'île des Buteaux qui est juste derrière, qui est une île, voilà, qui garde un certain mystère, puisqu'on ne la fréquente pas. Par contre, on la voit, donc il y a tout un imaginaire aussi qui se met en place de cette île, avec ses arbres morts, avec ses animaux sauvages, les castors, les sangliers, les renards. Un renard qu'on a vu l'autre jour d'ailleurs. On était sur le bateau, on a vu un renard qui a pointé le bout de son nez. Donc voilà, et ça c'est important aussi, de garder ces espaces, des espaces voilà, auxquels on peut approcher un petit peu de près, mais pas y aller. Voilà, donc on peut profiter de la nature, c'est même bien de se rapprocher de la nature pour mieux connaître son fonctionnement, connaître ses richesses, et à la fois il y a cette vigilance et puis ce respect à avoir pour pouvoir en profiter longtemps et savoir respecter les espèces qui vivent là toute l'année, même quand il fait un petit peu frais comme aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Valérie et toute l'équipe de la Rabouilleuse d'aujourd'hui pour ce petit... Oui, on peut les applaudir, ouais.